fond de mécontentement larvé qui a fini par exploser. Et la dimension culturelle, elle a été très importante et elle a continuellement accompagné le mouvement. Et c'est vrai qu'au niveau des mots d'ordre, au niveau etc., il y avait tout ça. Et que ça avait même un rôle, disons, au-delà du monde des créateurs ou du monde des étudiants. Mais quand même, je pense que ça a dépassé énormément cet aspect. Et que si ça ne l'avait pas dépassé, ça n'aurait pas eu les conséquences que ça a eu, y compris sur le plan de la sensibilité culturelle. Pardonnez-moi, encore un mot, s'il vous plaît. Simplement, en ce qui concerne la classe ouvrière, ce qu'on appelait à l'époque la classe ouvrière, les jeunes, la jeunesse, les maoïstes et les trotskistes prônaient une anti-société, ils étaient contre la société de consommation, alors que la classe ouvrière, son rêve avéré, c'était précisément de pénétrer de plein pied dans la société de consommation. Non, c'était d'être mieux payé, ça n'a rien à voir. C'était d'être mieux payé, de ne pas subir des cadences, etc. On ne peut pas accuser un ouvrier qui se met en grève de vouloir immédiatement aller serrer la pince je sais pas, le directeur des ventes. Non. Il y a des choses, la révolte, elle doit s'alimenter à quelque chose qui relève du besoin, du corps. Et là, c'est pas vrai que la classe ouvrière avait des endroits où on parque aujourd'hui ses enfants dans les centres, des hypercentres autour des grandes villes. Personne n'a rêvé de ça. Personne n'a rêvé de ce cauchemar. Mais des gens l'ont fait. Et pourtant ces gens-là, ils vont. Ces gens-là, mais moi aussi j'y vais, ces gens-là. Non, mais quand je dis ces gens-là, je fais ces... On ne peut pas dire ces gens-là. Bah, c'est quand même... J'ai juste une remarque avant ma question concernant le concept d'avant-garde. Il me semble que, avant même d'être un concept esthétique, c'est aussi un concept, ça a été un concept militaire. Alors ma question maintenant... Bon là, du coup j'ai oublié ma question, voilà, mais ça va revenir. C'est un concept militaire. Non, mais c'est une question tout à fait différente. Bon, tant pis, je la reposerai après quand elle me reviendra. C'est un trou. Ah non, voilà, ça y est. Non, vous avez évoqué comme raison de renoncer en 72 le ras-le-bol de certains militantismes liés au devoir. D'autres ont continué bien plus longtemps, y compris dans l'organisation qui a suivi les JCR. Mais quelles étaient les autres raisons? Est-ce que c'est parce que déjà à l'époque, il y avait une vocation d'écrivain qui pointait, peut-être, et qui était plus essentielle que l'idée de militer pour renverser l'ordre existant? Voilà. Non, c'est bien intéressant. Mais moi, de toute façon, j'avais décidé d'être écrivain bien avant mai 68. Je suis très jeune homme. Et même, je me souviens, ça m'arrivait de m'engueuler avec mes camarades de l'organisation. Ouais. De toute façon, moi, je ne vais pas faire mon feu. Je me souviens même d'avoir dit ça. Mais de toute façon, je suis fourriériste. Je ne suis pas trotskiste, je suis fourriériste. Et je suis dans l'organisation parce que c'est comme le service militaire en moins bête. C'était un peu violent. C'était la moins pire des organes. Oui, enfin bon, c'était la moins pire ou ceci ou cela. Mais je me souviens, je peux le raconter, parce que je ne crois pas que je l'ai déjà raconté. J'ai décidé de quitter l'organisation après avoir une nuit rêvé, un rêve, c'est un intime de l'intimité. J'ai rêvé que je faisais une intervention à la direction de secteur. La direction de secteur, c'est qu'il y avait 4 secteurs à Paris, ouest, nord, sud. On était nombreux, on était plus à Paris. Donc, et à la direction du secteur ouest, je faisais une intervention en rêve, pour expliquer pourquoi il ne fallait absolument pas s'allier à lutte ouvrière, qui était une hypothèse. Et d'ailleurs, je suis toujours d'accord avec mon rêve. Mais au matin, je me suis dit, oulala, mon garçon, si tu rêves ça la nuit, il est temps d'aller voir ailleurs. Et je me souviens d'ailleurs aussi d'avoir expliqué ça, j'ai fait une longue lettre. Elle est quelque part, je ne sais pas où elle est, mais j'ai fait une longue lettre, genre 10 pages pour expliquer. J'étais un peu responsable. J'ai expliqué ça à mes camarades. Et dans la lettre, je crois que je parlais de ce rêve, etc. Et ça n'a pas manqué, on m'a traité de petit bourgeois, de
c'était inévitable. Mais pour moi, c'était pas un véritable, c'était pas douloureux. Ça a été douloureux pour certains groupes, pour des camarades, j'ai connu beaucoup plus tard, qui étaient maoïstes, qui sont allés plus loin dans l'action, disons, téméraire, etc. La rupture a été plus difficile. Et je tiens à le dire d'ailleurs, si le mouvement de mai n'a pas causé beaucoup de morts en direct, disons, dans le cours des événements, dans le reflux des événements, il y a eu pas mal de dégâts, de gens qui se sont donné la mort, de gens qui se sont explosés en destroy, etc. On ne peut pas non plus exagérer ça, mais ça a véritablement existé. Et quand je pense par exemple à, même c'est même plus même, les gens qui étaient dans ma cellule, pour le deux mots, c'est un mot incroyable, oui. Qui va partout. Et les gens qui étaient dans ma cellule, par rapport à l'âge qu'ils avaient, etc., je ne sais pas, il y a un tiers de gens qui sont là. Et pas de façon, ils sont pas morts, comme ça. Voilà. Et donc ça fait partie, de cela aussi. Il y a le responsable du service d'ordre qui, après la manifestation contre Occident, où la Ligue communiste a été dissoute, c'était en 1973, qui s'est jeté sous un train. C'est un exemple parmi d'autres qui me revient. Je voudrais juste te reprocher d'avoir une seule fois employé le mot situationniste au titre de la rhétorique. Mais ma protestation n'est pas pour défendre le situationnisme, c'est pour rappeler, mais pas pour défendre, c'est pour rappeler qu'ici à Strasbourg, il n'était pas à Strasbourg. De Philippe, la Coulabarque, pour ceux qui ne savent pas. Ici à Strasbourg, il y a eu une tonalité particulière de 68 qui a tenu beaucoup essentiellement au fait que les situs, on n'avait jamais dit situationnistes à l'époque, les situs avaient quand même particulièrement préparé le terrain ici depuis 2 années, et parce qu'il y avait un petit groupe de gens qui n'étaient pas l'état-major situ, il peut toujours rester parisien, il peut peut-être toujours rester plus dans la rhétorique, mais il y avait un petit nombre de gens qui étaient venus à Strasbourg pour suivre les tours de Lefebvre, et ça a imprimé à 68, pour nous, moins peut-être pas pour tout le monde, mais je crois quand même qu'il y avait comme ça un climat général qui était beaucoup moins militant que celui que tu as connu. Et on était moins militant parce qu'on était, notre sentiment dominant, c'était qu'on était dans une grande suspension de tout, et en particulier même de la politique. On se voyait moins faisant de la politique que étant dans un grand suspens, dans un suspens joyeux, tout ce que tu as dit. Voilà, mais je déplore que tu n'aies pas rendu hommage aux 68 de Strasbourg. Non, mais pour une fois, cher Jean-Luc, il se trouve que ce livre, c'est vraiment, disons, si on voit tout événement historique, et celui-là en particulier, une énorme pelote avec des milliers, même davantage de films. Dans ce livre, je n'en tire qu'un. C'est-à-dire celui de mes propres souvenirs. Je suis né à Paris, et étudiant à Nanterre. Je raconte ça. Je ne parle pas de Strasbourg, parce que je ne parle pas non plus de Nantes, et je ne parle pas non plus de Lyon, etc. Si j'avais été un jeune Strasbourgeois, ce livre n'existerait pas, il y en aurait peut-être un autre à la place, c'est évident. Et ce que je tiens à dire, c'est que ce qui fait la richesse aussi de ce mai, c'est la quantité de l'extraordinaire variété de coloration envers la politique, plus ou moins à distance d'elle, etc. Et une différence qu'il peut y avoir entre Nanterre et le reste, c'est que, je le dis d'ailleurs et presque ironiquement, à Nanterre on avait tous les carages. Je ne pense pas qu'il y ait un groupe politique qui n'était pas là. Y compris, alors que par exemple, je sais très bien qu'à Clermont-Ferrand, par exemple, ce qu'on appelle en langage codé les lambertistes, ils étaient dominants, ce qui a plombé totalement le mouvement de mai à Clermont-Ferrand, par exemple, puisqu'ils ne comprenaient rien.
c'est vrai. Et puis, il y avait d'autres choses, j'en parle un peu. Au début, les maoïstes qui ont pris un petit peu le dessus dans les années après, du moins en présence sur les luttes, etc. En mai 68, c'était catastrophique. Catastrophique, ils ne comprenaient absolument pas. Certains d'entre eux le reconnaissent, mais je cite dans le livre quand même que l'ensemble du mouvement a été convoqué par les maoïstes qui nous ont expliqué que le mouvement du 22 mars était réactionnaire à 100%. Et 10 jours plus tard, à peu près tout était, le pays était à moitié à feu à sang, ils nous ont reconvoqués pour nous dire qu'ils s'étaient trompés, autocritique, dans le grand geste. Je ne vous mens pas, il y a des témoins de ça. Ils ont dit que le mouvement réactionnaire, le mouvement du 22 mars n'était réactionnaire qu'à 80%. C'est-à-dire qu'il nous restait encore, c'est pas une blague, il nous restait encore tout ce chemin à accomplir pour rejoindre les masses, etc. Je dis ça, ça semble comique, mais la plupart des jeunes gens qui étaient là-dedans, c'était des gens formidables. Et après, au sein du courant maoïste, ça s'est divisé entre, disons, ceux qu'on appelait plutôt les Maoïstes complexe et les staliniens. Et les autres qui étaient quand même très très cadrés, qui ont formé la GP après, sans parler des autres qui rêvaient de Tirana la nuit, mais là, ça c'est plus grave. Et il y avait ça. Mais, et à Nanterre, il y avait également parmi les animateurs du mouvement du 22 mars, il y avait, à l'époque, à Nanterre, on les appelait des prostituts, parce qu'ils n'étaient pas des situationnistes historiques ou je ne sais pas quoi, et ils étaient là, mais un peu isolés, un peu parmi les autres. Et le mouvement du 22 mars, c'est véritablement quelque chose où il y avait un prostitut, d'ailleurs, René Rizet. Je dénonce personne à la police, tout le monde connaît l'affaire, et des anards, le célèbre Code Bendit qui a beaucoup changé depuis, et surtout quelqu'un d'autre qui n'a pas changé, qui est un type formidable, qui a joué un grand rôle, qui s'appelle Jean-Pierre Duteuil, et une partie de la JCR Nanterre, qui d'ailleurs se divisait avec la JCR Sorbonne à l'époque. Et puis plein de gens, des étudiants socialistes unifiés, parce qu'il y avait une tendance très émancipatrice des étudiants du PSU. Ben voilà, et puis plein de gens, des inorganisés, etc. Mais justement, ce qui était bien, c'est que toutes ces choses-là se sont très vite volatilisées, sauf qu'elles se retrouvaient très vite. Parce que il y a eu, une chose qui serait analysée de façon très sérieuse, c'est ce qu'a été les comités d'action. Comités d'action, parce que l'idée, c'était quasiment une idée de soviet. Hein. Il y avait les comités d'action par école, par lycée, par quartier, par usine, etc. Et l'idée, c'était, immédiatement, on tombe sur la question éternelle du politique en temps de révolution, à partir du moment où tu veux fédérer des comités locaux, il faut déléguer et commencent les problèmes. Et ainsi de suite. Et il y avait, disons, deux tendances principales. Une qui pensait que, ben oui, puisqu'il faut en passer par là, il faut quand même une organisation qui a des visions et des visées. Et puis ceux qui pensaient qu'on pouvait continuer comme ça dans une espèce d'empirisme total. Et les deux avaient tort. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Mais c'est passionnant à étudier, à regarder. Et vraiment, c'est très différent d'un lieu à l'autre. Mais je ne nie pas du tout l'influence du situationnisme, même au-delà de Strasbourg. Mais à mon avis, c'est plutôt après. Comme Marcuse, personne n'avait lu pratiquement Marcuse. C'est après qu'on s'est mis à le lire, après, etc. Et il y aurait tout un travail à faire sur comment, en 68, à travailler, à fabriquer les années 70, sur le plan des idées en tout cas.